Mais je veux raconter cette histoire qui n'efface pas les crimes, les meurtres de sang-froid qui ont été commis au Congo, de part et d'autre. Mais je veux la raconter pour dire que parfois on instrumentalise des jeunes qui n'ont aucune visée politique, mais parce qu'on va leur donner de l'argent, on va leur donner une arme qui va leur servir à terroriser des gens, ben, ils s'y engagent. Et nous savons qu'au Congo, pour beaucoup de jeunes, la vie est très, très, très difficile, même quand ils ont fait des études. Bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles téléspectateurs, merci de suivre ce tout autre numéro Droit de savoir. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. l'abbé Olivier Massamba Loubello. Vous avez été ordonné prêtre en 1981, ancien clergé du diocèse de Kikala de 1995 à 1998, ancien recteur du grand séminaire de philosophie Georges Firmin Singa de Kinsundi. Vous avez vécu le début d'une histoire tragique, une guerre fratricide, celle bien entendu de décembre 1998. Au milieu des atrocités de cette sombre période, qu'il ne faut ni oublier ni occulter, oui, parce que dans cette histoire dramatique, disiez-vous, il y a aussi un côté positif à exploiter pour ceux qui croient que faire le bien est le seul chemin pour consolider la paix. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation, mais surtout de vous prêter à cette interview. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Perrin. Je vous en prie. Alors, Monsieur l'abbé, le Congo vient de célébrer son 62e anniversaire d'indépendance, un parcours qui a connu bien sûr les moments de joie, mais aussi les moments de violence politique qui, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas occulter, mais des histoires qui doivent être racontées pour la mémoire collective, non pas pour accuser, mais pour dire aussi plus jamais cela. Ainsi, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'aurais bien souhaité que vous nous disiez quelque chose, bien sûr en quelques mots, sur les 62 ans d'indépendance du Congo-Brazzaville. Avec humilité, je vais dire un mot parce que ces 62 ans, c'est l'histoire de tout le peuple congolais. D'abord, l'indépendance a été proclamée le 15 août 1960 et le 15 août, c'est la fête, la grande fête chrétienne catholique de la Vierge Marie, l'Assomption. Et ce n'est pas un hasard que les dirigeants de l'époque aient fait que la proclamation ait lieu à ce moment-là. C'était pour mettre le Congo sous la bénédiction de Dieu, parce que rien de beau, de grand, de bien ne peut se faire sans la référence au Très-Haut. Et ces 62 ans ont été jalonnés de joie et également d'écueils, de violence. Mais en même temps, nous pensons que ces violences peuvent, si elles sont regardées, analysées, peuvent accoucher d'un avenir plus beau avec des jeunes qui savent que la vie consiste à construire des liens au-delà des diversités de classe sociale, des diversités ethniques. Mais le chemin est encore long parce que 62 ans, c'est encore un bébé. Hein. Quand on regarde les grandes démocraties, elles ont mis du temps et du temps à se construire comme nation et en même temps à construire, à consolider la démocratie. Donc nous sommes encore dans les douleurs d'un enfantement qui dure, mais nous espérons que le bébé, démocratie, paix, justice sociale, sera là avec les jeunes qui viennent aujourd'hui.
pourvu que la population congolaise en prenne conscience, bien entendu. Alors, venons-en donc à notre sujet principal. Décembre 1998, vous êtes recteur du grand séminaire de philosophie Georges Firmin Singa à Kinsundi, dans la même propriété, bien sûr, que le grand séminaire de théologie Émile Biayenda. Vous êtes témoin d'un événement. Que s'était-il passé concrètement et comment l'aviez-vous vécu? Ces événements, je voudrais les raconter en pensant à toutes les personnes qui les ont vécues avec moi, les confrères prêtres qui étaient professeurs au grand séminaire, les grands séminaristes des deux séminaires, le séminaire de philosophie Georges Firmin Singa et le séminaire de théologie Émile Biayenda. Il y avait un peu plus de 100 séminaristes, ils étaient 107 ou 110 grands séminaristes. Début décembre déjà, les jeunes du quartier de Kinsundi que je rencontrais me disaient « Ah, les choses ne semblent pas bien aller parce qu'on voit des jeunes qui se regroupent le soir, il y en a même qui ont des armes. » Puis je n'y croyais vraiment pas. Je dis « Vous racontez des histoires. On a vécu des choses déjà difficiles par le passé. Je pense que là, on tient le bon bout, il n'y aura rien. » Comme quoi le climat était déjà morose. Oui, le climat était morose et dangereux parce qu'en fait, les choses étaient en train de se préparer. Ce qui est arrivé, ça n'a pas été quelque chose qui a éclaté de manière hasardeuse. Les choses étaient en train de se préparer. Je peux vous dire qu'un jeune du quartier m'avait dit, mais il y a des jeunes qui se regroupent tout au fond du petit séminaire Saint-Jean là-bas, ainsi de suite. On ne sait pas bien qu'est-ce qu'ils vont y faire. Bref, toujours est-il que le 18 décembre 1998, au matin, nous avons entendu tirer des coups de feu et puis soudain nous avons vu passer devant la propriété du séminaire, allant vers l'ancienne usine textile de Kinsundi, des jeunes en armes, bien habillés, en tenue militaire. Ils n'étaient pas en guenilles et qui passaient. Et puis, on regarde, et puis d'autres disent bah, c'est des ninjas, ainsi de suite. Et là, le quartier a été pris de panique. Les gens ont commencé à faire leur baluchon et à quitter le quartier de Kinsundi, les uns traversant de l'autre côté du Djoué, les autres allant du côté de Bakongo, de Potopoto, Mungali. Le quartier a commencé à se vider. Et que vous disiez-vous à cet instant-là, monsieur l'abbé, à votre niveau, que vous disiez-vous? Qu'est-ce qui se passait? Vous pensiez là encore à un coup d'État ou à quelque chose nous pensions de pareil? Que les ninjas qui avaient déjà fait le coup de feu dans le pool entraient dans Brazzaville pour faire un coup d'État. Et notre réflexion à nous, professeurs du grand séminaire, a été très, très rapide. Nous nous sommes dit, nous n'allons pas quitter le séminaire parce que nous ne savons pas où aller. Nous avons la responsabilité de plus de 100 jeunes de tous les diocèses du Congo et nous ne voulons pas les exposer à la mort en les emmenant en dehors du séminaire, en sachant que cette guerre qui était déjà larvée dans le pool, ainsi de suite, risquait de prendre une connotation malheureusement ethnique et nous ne voulions pas exposer des jeunes à la vindicte de tel ou de tel groupe armé. Jusqu'à ce niveau-là, vous étiez encore un peu dans le quoi faire. En fait, vous ne maîtrisiez pas encore la situation. N'aviez-vous pas la possibilité non plus de joindre, par exemple, les autorités de Brazzaville pour comprendre ce qui se passait? Nous n'avions pas de téléphone portable et nous avions essayé de communiquer avec quelques personnes que nous connaissions, des hommes politiques ou dans l'armée, mais personne ne nous a donné une explication qui pouvait nous faire comprendre la décision à prendre. Et personnellement, le 19 décembre, j'ai essayé de sortir du séminaire pour me rendre à Bakongo, prendre des informations. Je n'ai pas pu arriver à Bakongo parce que au niveau du quartier météo,
il y avait déjà des coups de feu un peu partout. Des coups de feu un peu partout. Donc, je suis revenu au séminaire le 19 décembre et nous y sommes restés jusqu'au 21 décembre, où ce 21 décembre-là, le matin, alors que nous étions en train de célébrer la messe, nous les prêtres avec les séminaristes, et plusieurs personnes du quartier de Kinsundi qui étaient venues se réfugier chez nous parce qu'elles n'avaient pas pu aller loin. Il y avait une cinquantaine de personnes du quartier qui étaient venues se réfugier au séminaire, des pères, des mères de famille et des enfants. Et en pleine messe, il devait être 7 heures, nous avons entendu tirer dehors, puis des hommes en armes et des miliciens sont entrés dans l'église en nous disant « Sortez tout de suite, vous êtes dans une zone de guerre, il faut partir tout de suite. » Nous avons arrêté la messe, nous sommes sortis de l'église, ils nous ont menacés, mais on ne sait pas les intimider. Et j'ai personnellement parlé à celui qui semblait être le chef de la troupe en lui disant « Nous sommes prêts à partir, mais permettez que les jeunes aillent récupérer au moins leurs documents, c'est-à-dire leurs diplômes, leurs extraits leurs effets qu'ils avaient là-bas. Mais monsieur l'abbé Olivier Massamba, lesquels sont venus vous dire que vous êtes dans une zone de guerre, vous devez partir? C'était des cobras, c'était des miliciens cobras. Qui étaient déjà donc au niveau de Kinsundi, c'est cela? Oui, qui étaient au niveau de Kinsundi le 21 décembre, le matin. Le 21 décembre. Et donc, ils ont compris, ils ont dit, bon, ben, allez chercher vos affaires, mais pas tous ensemble. Allez-y en petits groupes. Donc, en petits groupes de 5, les séminaristes allaient récupérer leurs petites affaires. Puis, ils nous ont regroupés et ils nous ont dit de partir. Alors, il y avait des personnes âgées qui avaient trouvé refuge chez nous, des mamans avec des enfants. Et nous avions à l'intérieur du séminaire 2 gros véhicules de transport, transport de marchandises qui appartenaient au diocèse de Kinkala. Parce que les affrontements avaient commencé depuis un peu plus d'un mois à Kinkala. Et à Kinkala, l'évêque de Kinkala, Monseigneur Milandou, avait voulu préserver ces véhicules et il les avait fait arriver à Brazzaville, au grand séminaire, pour qu'ils soient en sécurité. Les miliciens nous ont demandé que nous leur remettions les clés de ces véhicules. Donc, ils ont pris ces 2 véhicules pour partir avec. Et nous, les professeurs, nous avons négocié avec eux en leur disant, écoutez, puisque vous partez avec les véhicules, est-ce que vous pouvez emmener avec vous, de l'autre côté de la ville, les mamans qui sont ici et puis les pères de famille, qui ne seront pas en mesure de marcher jusque de l'autre côté, quoi. Donc, ces personnes sont montées dans ces 2 véhicules, ainsi que quelques séminaristes et l'un ou l'autre professeur. Et ils sont partis. Le gros des troupes que nous étions, le gros des séminaristes et des enseignants, nous sommes restés sur place. Ils nous ont dit ceci d'ailleurs en partant, on va les déposer à la cathédrale, nous allons revenir vous chercher. Nous n'y croyions pas. Ils sont partis. Il était autour de 9h ou 10h quand ils sont partis. Nous avons attendu un petit moment. Puis, nous avons vu arriver d'autres miliciens Cobra qui nous ont dit, ne restez pas là, il faut partir. Nous leur disons, mais on nous a promis de venir nous rechercher. Non, 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 il faut partir. Et là, ils nous ont même menacé, l'abbé Jacques Bouekassa et moi, l'abbé Jacques Bouekassa qui était recteur du grand séminaire, ils nous ont dit, vous les chefs, vous restez là. Donc tout le monde est sorti, nous sommes restés là, ils nous ont dit, donnez-nous l'argent. Je dis, ben, on n'a pas d'argent. Nous n'avions pas d'argent. Je dis, ben, si vous n'avez pas d'argent, vous allez mourir. Je dis, mais on n'a pas d'argent. Ils insistaient et j'ai dit à l'un d'eux, écoutez, laissez-moi partir, rejoindre ceux qui sont déjà partis là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a de l'argent et puis je reviens avec. Ils m'ont laissé partir et j'ai rejoint le groupe qui se trouvait déjà au niveau de l'ancienne usine de Kinsundi. Et un des frères enseignants avait avec lui 80 000 francs CFA. Je suis revenu avec les 80 000 francs CFA que j'ai remis au chef de la troupe qui m'a dit, c'est tout ce que vous avez. J'ai dit, ben, c'est tout. Bon, vous pouvez partir.
et nous sommes sortis. L'abbé Jacques et moi, Bokassa, nous avons rejoint les autres et nous avons pris la route. Et en cours de route, nous voyions des corps au niveau du cimetière de Kinsundi. Je me rappellerai toujours cette femme affalée sur le dos, morte, avec un bébé dans le dos, mort également. Nous sommes descendus jusqu'à l'ancien abattoir et là, nous avions vu l'un des grands véhicules qu'ils avaient pris dans le fossé. On a regardé s'il y avait du sang, s'il y avait quelque chose indiquant qu'il y avait eu des morts. Absolument pas. Nous sommes remontés, nous avons continué la route, donc on était plus de 140. Et quand nous sommes arrivés au niveau du château d'eau, là, nous étions en tête du groupe, 2 prêtres, un confrère prêtre et moi, et puis un jeune séminariste. On marchait presque en file indienne. Et là, nous avons vu 2 corps gisant là sur le macadam. Et le grand séminariste me dit, Monsieur l'abbé, ça c'est Guy Alfred. Guy Alfred, qui était un séminariste, qui était monté dans l'un des véhicules que les miliciens avaient fait démarrer. Donc, son corps gisait là, avec celui d'un autre. Et tout de suite, nous qui étions devant, nous nous sommes dit, il faut absolument rien annoncer aux autres, sinon ça va être la panique. Continuons la route et quand nous arriverons à la cathédrale, nous verrons comment faire. Juste après le château d'eau, nous sommes arrivés au niveau de la maison de Maître Lenga, Maître Placide Lenga. Et là, il y avait un véhicule de Cobra chargé de plein de choses. Chargé de plein de choses, des corps, du matériel. Non, pas de corps, des meubles, des choses comme ça, non. C'était visible qu'ils étaient en train de faire du pillage. C'était visible. Ils ne s'intéressaient pas à la guerre, ceux-là, là directement. Ils étaient en train de charger le véhicule de marchandises, enfin de fauteuils, de choses comme ça qu'ils avaient récupérées. Et quand ils nous ont vus passer, nous étions en aube, la tenue de la messe, puisqu'on sortait de la messe. Ils ont dit, mais où est-ce que vous allez? Et puis on leur explique l'affaire, tout ça. Et l'un d'eux, qui était le chef du groupe, nous dit, eh ben, ça va être difficile pour vous parce que au niveau de la télévision, l'ancienne télévision congolaise, là, l'ex-voix de la Révolution, il y a une troupe de militaires qui est très féroce et vous n'allez pas passer. Et là, nous nous disons, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et lui dit, écoutez, je vais vous accompagner. Et il demande à 3 ou 4… Celui qui dit qu'il va vous accompagner, c'est un… C'est un Cobra, c'est un milicien Cobra. C'est un chef Cobra qui dit, je veux vous accompagner. Et il demande à 2 ou 3 Cobras de venir avec nous. Il y avait d'ailleurs une maman qui avait du mal à marcher avec son baluchon. Il dit à un de ces Cobras, prends le baluchon de la maman là sur toi. Et ils se sont mis devant eux. Et nous les avons suivis jusqu'au niveau donc de l'ex-voix de la Révolution congolaise. Et là, il y avait un barrage de militaires. Dès qu'ils nous ont vus, ils ont dit, ah, c'est vous les prêtres, c'est vous les amis des ninjas. Eh bien, vous n'allez pas passer. Retournez d'où vous êtes venus, sinon vous êtes morts. Vous, les prêtres, les amis des ninjas. Je vous dis les choses. C'est quoi cette relation? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Par contre, j'anticipe, quelques jours après que nous étions arrivés à la cathédrale, nous avions vu à la télévision congolaise un jeune qui se disait ninja, qui avait été présenté là par un journaliste, et ce jeune disait, je suis un ninja, nous avons été hébergés au séminaire, les prêtres nous ont donné des armes, ils nous ont nourris, ainsi de suite. Une affaire rocambolesque. Alors, c'était une façon de monter tout le complot contre l'Église, alors? Sûrement. C'était clair. Et donc, je reviens à notre lieu, là, le 21 décembre, au niveau de l'ex-voix de la Révolution congolaise. Le chef Cobra
dit aux militaires qui voulaient ne pas nous faire passer, il dit, écoutez, moi j'ai pris ces personnes en charge, ce sont des prêtres et des séminaristes, ils n'ont rien à faire avec la guerre, je vais les faire arriver à la cathédrale où ils doivent se réfugier. Et là, il a commencé à y avoir une altercation entre ce chef Cobra et puis les autres, là, les militaires qui étaient là. Et c'est à ce moment-là qu'arrive un autre chef militaire, c'était un capitaine, qui dit, qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. Et le chef Cobra explique, ils sont en train de m'agresser parce que je suis en train d'accompagner ces prêtres et ces séminaristes que nous avons récupérés là en cours de route, et eux veulent nous empêcher de le faire, et ils veulent les faire repartir d'où ils viennent. Et ce chef militaire dit, écoutez, il a raison, laissez-les passer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Monsieur l'abbé Olivier Massamba, donc vous arrivez à ce niveau-là, ce sont les soldats, entre guillemets, qui vous retiennent et qui pensent que vous devrez repartir. Ils sont bien conscients que ce sont des prêtres, ce sont des religieux. Oui. Ils sont bien conscients, nous sommes en tenue, c'est clair, puisqu'ils ont dit, donc, que vous les prêtres qui êtes les amis des ninjas. C'est au chef Cobra qui, probablement, c'est lui qui avait reçu de l'argent alors. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait reçu comme argent ou quoi, mais ce chef Cobra est en train de se démener pour nous sortir du guêpier. En fait, oui, moi j'ai insisté là-dessus, c'était pour comprendre un peu comment se fait-il que des militaires congolais, eux, peuvent retenir les religieux pour leur demander de repartir, alors que normalement, pour un vrai soldat, un militaire qui a prêté serment sous le drapeau, il est fait pour protéger les civils, protéger la population. Or, ici, on se rend compte que c'est plutôt le militaire qui vous retient et qui pense que vous devrez repartir. Exactement. Et c'est ça qui m'a étonné, qui continue à m'étonner. Et quand je raconte cette histoire, je dis, ceux qui auraient dû nous protéger ne nous ont pas protégés. Ceux qui auraient dû nous fusiller ne nous ont pas fusillés. Et ça, je veux la raconter parce que dans la guerre, rien n'est ni complètement blanc ni complètement noir. Et là, ce sont des hommes qui auraient dû nous fusiller, qui nous ont sauvé la vie. C'est ça qui est étonnant. Et agréablement étonnant. Agréablement étonnant. Et donc, ce jeune Cobra… Mais tout de même, dans ce cas, il faut aussi préciser que cela ne les disculpe pas des autres crimes de guerre. Ah non, ah non. Quand je raconte cette histoire, merci M. Perrin de le dire, je ne voudrais ni occulter ni excuser tous les autres crimes que les Cobras et les ninjas et les militaires ont commis. Il ne faut rien excuser. Du reste, beaucoup de choses ont été écrites et dites dans les médias à ce sujet-là, et on ne peut pas dire que ça n'a jamais existé. Mais moi, j'aimerais souligner ces petits cailloux blancs-là qui sont surprenants et qui sont des germes d'avenir pour dire qu'il est possible de vivre en paix parce que le bien se cache dans le cœur de n'importe quel être humain, même celui pour lequel on pense que c'est de la racaille. Et ce milicien-là, donc, nous fait passer et on arrive au niveau du stade marchand. Et là, on tombe sur une troupe de cobras, d'autres cobras, qui ne veulent pas nous laisser passer. Et là, il y a eu encore une altercation. Le cobra qui s'opposait à notre passage a voulu prendre l'arme de celui qui nous protégeait et ils se sont pratiquement battus jusqu'à ce que notre cobra à nous prenne le dessus sur lui. Il lui a dit, tu veux que je te fusille? Tu les laisses passer, sinon je te fusille. Et là, nous sommes passés, nous sommes arrivés jusqu'au niveau du boulevard des Armées. Là, il y avait une grande foule. Une grande foule. C'était des militaires et des cobras qui fouillaient systématiquement toutes les personnes qui passaient. Et là, quand tout cela se passe, monsieur l'abbé Olivier Massamba, quand tout cela se passe, vous êtes dans quel état? Comment vous sentez-vous? Déjà perdu? Nous sommes hors de nous. Nous sommes hors de nous, monsieur Perrin, parce que nous ne contrôlons absolument rien. Et notre espoir, c'était Dieu et ces cobras-là. Nous sommes hors de nous parce que nous savons que nous n'avons aucun moyen de nous battre et nous sommes considérés comme des complices des ninjas. Et à ce moment-là, la vie ne tenait que d'un bout de fil. C'est vrai qu'on peut en sourire aujourd'hui, mais bon, c'est vraiment une situation triste, il faut le dire. Exactement.
nous ne savions pas si nous pouvions arriver vivants à la cathédrale où ces jeunes avaient promis nous emmener. Et donc, au niveau du boulevard des Armées, bon, il y a la fouille, ainsi de suite. Et puis, nous sommes passés, là, il n'y a plus de problème. Nous sommes passés par l'hôpital général, le CHU, et puis on est arrivé ensuite à la cathédrale de Brazzaville. Nous étions partis du grand séminaire autour de 11 heures à peu près. Et nous sommes arrivés au grand séminaire, il devait être, plutôt à la cathédrale, il devait être 16 heures par là. À peu près 16 Sans heures. perte humaine dans votre groupe que vous avez… La perte humaine, c'est le grand séminariste, Guy Alfred Nakavois, et un jeune du quartier qui était venu se réfugier chez nous, donc qui avait été assassiné, tué lors du premier convoi. Donc, nous sommes arrivés à la cathédrale de Brazzaville. Et là, j'aimerais raconter une chose émouvante. Donc, nous sommes entrés dans la cathédrale. Les cobras sont entrés avec nous. Et je leur ai dit, merci. Nous n'avons pas grand-chose à vous donner, mais j'aimerais vous donner la bénédiction de Dieu. Mettez-vous à genoux. Ils se sont mis à genoux devant l'autel. J'ai fait une prière, je les ai bénis. Et ils sont repartis. Et entre-temps, nous avions appelé l'archevêque de Brazzaville, qui a pris contact avec les autorités militaires. À l'époque, c'était le général Ndolou, je crois, oui, pour dire que nous avions perdu 2 personnes, donc au niveau du château d'eau. Donc, ils ont envoyé un véhicule de l'armée aller récupérer les corps que nous avions enterrés à la hâte parce qu'ils étaient très abîmés, hein, ils avaient reçu des balles dans la tête. Et nous avons enterré sommairement, sans cercueil, dans la même fosse, au cimetière de la cathédrale de Brazzaville. L'histoire ne s'arrête pas là, bien sûr. Monsieur l'abbé, pardonnez-moi, juste une petite parenthèse. Ceux pour qui vous avez prié, vous avez dit que vous avez prié pour eux, pour les bénir. Est-ce que vous pensez qu'ils sont vivants? Maintenant, nous sommes en train de réaliser cette émission en août 2022. En tout cas, il y en a un qui est vivant et que je rencontre régulièrement, avec qui je cause, puisqu'il est en France. C'était le chef de la troupe des Cobras, qui est devenu pour moi un neveu parce qu'il m'appelle Noko. Il s'est converti, vous l'avez dit, non? Pardon? Il s'est converti? Oui, il s'est converti. Je continue l'histoire. Donc, merci. Le lendemain matin, ces cobras sont revenus. Et ils m'ont cherché et dit, où est le recteur? Nous étions 2 recteurs, l'abbé Jacques et moi, mais je ne sais pas pourquoi ils s'étaient attachés à moi. Et puis, donc, ils viennent me voir, ils me disent, écoutez, vous n'êtes pas en sécurité ici, surtout vos jeunes, parce que dans ce quartier-là de la cathédrale Centre-Ville, il y a beaucoup d'autorités, des militaires, et on pourrait penser que parmi vos jeunes-là, il y a des ninjas. Et donc, je vous conseille d'envoyer ces jeunes ailleurs que ici à la cathédrale. Et là, nous avons pris contact, l'abbé Jacques Bouekassa et moi, avec le curé de la cathédrale de Ouenzé. C'était le père Yves-Marie Monod, quelques années après a été évêque de Ouesso, qui a accepté d'accueillir à l'église, à la paroisse Sainte-Marie de Ouenzé, à l'église Sainte-Marie de Ouenzé, tous les grands séminaristes qui logeaient dans de grandes salles et sont restés à la cathédrale de Brazzaville, les papas, les mamans qui nous avaient rejoints au grand séminaire et puis qui ne savaient pas où aller. Puis, quelques jours après Noël, Noël est vite arrivé puisque nous étions sortis le 21, quelques jours après Noël, l'un d'eux vient me voir, non, le chef des Cobras vient me voir en me disant Noko, je pense que vos jeunes qui sont à Ouenzé là-bas, s'il y en a qui habitent à Pointe-Noire ou à Dolisie, c'est bien qu'ils partent parce que on ne sait pas ce qui va se passer. Et je leur ai dit, mais comment est-ce
on peut les faire partir. C'est impossible par la route, c'est impossible par le train puisque tu es bloqué. Il n'y a que l'avion, mais l'avion, c'est difficile d'avoir un avion pour nos séminaristes comme ça parce qu'il faut en plus des autorisations militaires, ainsi de suite. Et là, il me dit, écoute, Noko, je vais te conduire chez ma sœur à Talangai, ma grande sœur, qui est notre chef de famille et qui a et dans notre famille, il y a un grand responsable militaire qui peut vous obtenir les autorisations pour que vos jeunes prennent l'avion et qu'ils partent à Pointe-Noire. Donc, il me prend dans son véhicule, son petit véhicule militaire, avec 2 autres Cobras, et nous voilà partis pour Talangai, voir sa grande sœur, à qui elle explique ce que nous désirions faire. Sa grande sœur monte rapidement dans le véhicule et nous allons voir ce grand chef militaire. Nous sommes arrivés chez lui, avec l'abbé Jacques Bokassa d'ailleurs, oui, l'abbé Jacques Bokassa. Le chef militaire n'était pas encore là, nous avons attendu un petit moment et quand il est arrivé, cette dame est descendue du véhicule avec la liste des séminaristes, des grands séminaristes que nous avions faites, dûment signée par l'archevêque de Brazzaville, Monseigneur Barthélemy Batantou, qui, pour la petite histoire, me disait, mais tu y crois, Olivier? Tu penses qu'on va obtenir l'autorisation? Je dis, mais on ne sait jamais, Monseigneur. Donc, cette dame est descendue du véhicule, est allée voir le chef militaire. 10 minutes après, elle est revenue avec l'autorisation du chef militaire pour que les séminaristes puissent prendre l'avion à l'aéroport de Maya-Maya et partir à Pointe-Noire. Ceux qui étaient de Pointe-Noire, de Dolisie et de Kaï. Et 2 jours après, ce chef Cobra a organisé la belle expédition. Nous leur avons donné un peu d'argent pour qu'ils louent des véhicules, des bus. Les séminaristes se sont montés dedans. Ils les ont accompagnés jusqu'à l'aéroport de Maya-Maya où ils ont pris l'avion pour partir à Pointe-Noire. Et je suis resté en contact avec ce jeune homme parce qu'il avait un bon cœur. Il avait un bon cœur. Quelque temps après, moi, j'ai quitté le Congo. Je suis parti ailleurs. Puis, 2 ans après, je suis venu à Paris en vacances. Et là, dans un train de la banlieue parisienne, j'entends quelqu'un qui m'appelle Noko. Je dis, il n'y a qu'une personne qui m'appelle comme ça. Ça ne peut être que mon chef Cobra. Je peux dire son prénom, je ne dis pas son nom, il s'appelait Dazi. Ça, c'est Dazi. Il vient vers moi, il m'embrasse, ainsi de suite. Et puis, il me dit, j'avais quitté le Congo parce que je n'avais pas d'avenir, moi, dans l'armée, autre chose. Donc, je suis venu en France et puis je fais des petits boulots, maçon, ainsi de suite. Oui, mais monsieur l'abbé Olivier Massamba Loubelo, je comprends qu'à un moment donné, vous avez commencé un peu à sympathiser, mais ne vous avait-il pas dit le pourquoi de cette guerre fratricide? Que s'était-il passé exactement? C'était dû à quoi? Je n'osais pas lui demander cela. J'étais toujours sur mes gardes pour 2 raisons. Je suis prêtre. Pour ne pas le frustrer? Non, ce n'était pas pour le frustrer, mais je ne voulais pas m'impliquer dans des choses politiques ou militaires. Et puis, je le trouvais tellement sympathique que je ne le regardais plus comme un milicien, mais vraiment comme un petit frère ou même un neveu. Et il m'a rendu de multiples services. Et je n'ai jamais parlé de choses militaires ou politiques avec lui. Et la deuxième raison, c'est que je comprenais bien que ça le dépassait, lui, comme on dit également, qui n'était pas, comment dirais-je, dans les hauts sommets de l'affaire, mais ce qui l'avait intéressé, lui, j'en suis sûr, c'était de tirer parti de cette guerre pour avoir ceci ou cela. En tout cas, ce que j'ai vu chez lui, c'était pas des va-t-en-guerre pur et dur.
c'était C'est-à-dire des opportunistes. une façon de dire que même quand on essaie d'instrumentaliser les jeunes, il y en a qui prennent à un moment donné conscience pour se dire, mais où est-ce que nous sommes et pourquoi on nous fait faire ceci alors qu'on peut voilà, faire toute C'est autre chose, c'est exactement le cela. cas de celui-là et de ses amis. Je l'avais bien vu. Hein. Quand ils étaient avec moi, et d'ailleurs, à un moment donné, les, les réfugiés qui étaient à la cathédrale, quand ces jeunes venaient me voir, ils disaient, mais ce prêtre-là, on ne comprend pas. C'est un cobra, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Il est avec eux, mais c'est un traître ou quoi? Mais Vous ne preniez pas, vous ne craignez pas aussi non plus ce risque d'être pris, évidemment, comme vous l'avez dit, ici, comme traître par l'autre partie, si jamais il vous avait vu en compagnie de ces non, cobras. je n'avais pas du tout peur parce que ce que j'avais fait avec ces jeunes, je l'avais fait le plus naturellement du monde et mes confrères prêtres voyaient bien que c'était comme ça Il fallait il avait agir. fallu faire pour sauver la vie de tout le monde. Et parce que oui, on était vraiment en danger. Pour revenir à cette histoire donc d'autres cobras qui nous avaient menacés, mais par la suite, donc, je vous ai dit, un cobra a été présenté à la télévision en disant que les prêtres de Kinsundi, que ce soit au séminaire Saint-Jean ou à Émile Biayenda ou à Georges Fimasinga, leur fournissaient des armes, les hébergeaient, ainsi de suite. Ça a failli nous mettre en danger de mort parce que l'archevêque de Brazzaville nous a dit, écoutez, prenez vos distances parce que avec ça, on peut venir vous chercher, vous enlever. Ce n'est pas la première fois qu'on enlève des prêtres et des choses comme ça. Ben, 3 jours après, ce cobra est passé 3 jours à la télé. 3 jours à la télé, ce ninja, pardon, ce soi-disant ninja, passé à la télé 3 jours pour raconter la même histoire. Puis un ami. Un ninja reçu à la télé Congo, en train de témoigner. Bien sûr. C'est quand même curieux. Un ami me dit, écoutez, monsieur l'abbé, ça fait 3 jours que cette histoire passe à la télé. C'est pas bon. Il y a des précédents graves ici dans l'histoire du Congo, de l'Église du Congo. Donc, il faut prendre les devants. Et avec un ami journaliste et un confrère prêtre, nous sommes allés à la télé Congo, en Combo là-bas. La télé était là-bas. Nous sommes allés là-bas et arrivés là-bas, nous avons été accueillis par, paix à son âme, Ekiai Akoli Wamene. Je lui explique l'affaire et il me dit ceci. Monsieur l'abbé, pourquoi vous avez attendu 3 jours pour arriver ici quand un jeune homme dit des choses comme ça contre vous, contre l'Église? Il ne fallait pas attendre. Écoutez, je vais appeler des journalistes pour que vous puissiez dire ce qu'il en est. Donc, un journaliste est arrivé de la presse en français, et puis d'autres journalistes sont arrivés en disant « Ah non, pas seulement le français, parce que tout le monde ne comprend pas le français, il faut que ça passe en Monokutuba et en Lingala. » Et j'ai fait un démenti en français, en Monokutuba et en Lingala, pour dire que ce soi-disant ninja racontait des balivernes et qu'il n'y avait aucune vérité dans ce qu'il disait. Nous n'avions ni armes ni complicité avec les ninjas. Quand nous pensons que les ninjas, quelques mois avant, étaient venus nous menacer au grand séminaire, c'était vraiment bon. Bref. Monsieur l'abbé Olivier, que pouvait viser un tel scénario lorsqu'un ninja arrive à la télé en train de dire qu'au séminaire, on hébergeait, disons, des ninjas et on armait les ninjas? Ouais. Je n'ai pas bien compris parce que c'était tellement grossier et ça ne passait même pas. Ça ne passait pas. Parce que même d'autres militaires que j'avais rencontrés ont dit mais c'est trop gros, quoi, c'est trop gros. C'était vraiment quelques personnes mal intentionnées et qui voulaient monter cela pour dire que l'Église est contre le pouvoir, ce qui était complètement faux et stupide.
complètement faux et stupide. Et donc, je reviens à ces cobras. Ils ont fait partir donc nos jeunes à Pointe-Noire et ils ont continué à nous apporter de la nourriture, nous qui étions restés à la cathédrale, jusqu'au moment où après j'ai quitté le Congo. Et donc, j'ai retrouvé en France ce chef ninja qui a changé de vie. Cobra plutôt, vous avez dit. Ce chef Cobra ou le chef ninja? Non, le chef Cobra, qui est ici. Je peux dire son prénom, David, qui est devenu pour moi un neveu. Mais je veux raconter cette histoire qui n'efface pas les crimes, les meurtres de sang-froid qui ont été commis au Congo, de part et d'autre. Mais je veux la raconter pour dire que parfois on instrumentalise des jeunes qui n'ont aucune visée politique, mais parce qu'on va leur donner de l'argent, on va leur donner une arme qui va leur servir à terroriser des gens, ben, ils s'y engagent. Et nous savons qu'au Congo, pour beaucoup de jeunes, la vie est très, très, très difficile, même quand ils ont fait des études. Et donc... et c'est des jeunes qu'on drogue parfois, hein, et, contre leur volonté d'ailleurs. Certainement. Les utiliser dans ce genre d'activité. Certainement. Et donc, moi, j'aime dire cette histoire, cette vérité, d'une part pour redonner de l'espérance, hein, en se disant, ben, on ne va pas se faire continuellement la guerre entre nous Congolais sous prétexte que celui-là, il est de Wesso, l'autre est de Vinza, celui-là est de Gamboma, l'autre est de Moukoulou, ainsi de suite. Oui, au simple prétexte d'appartenir à une ethnie ou à un clan. Oui. Et cela ne se Alors justifie que quand les gens s'aiment, quand les gens se marient, hein, on ne demande pas mais de quelle ethnie tu es. Ils tombent amoureux d'une femme d'une autre ethnie, et puis ainsi de suite. Les choses se font comme ça. Donc, il faut promouvoir cet esprit, je dirais, d'humanisme, d'humanité, de telle sorte que quand je regarde un frère congolais, c'est un frère congolais et il n'est pas cantonné dans son ethnie, dans ceci, dans cela. Et du reste, dans cette fameuse guerre, ce ne sont pas seulement des cobras qui ont tué des gens de Poule, il y a des ninjas qui ont tué des gens de Poule, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'il faut redire les choses, refaire l'histoire et éveiller les consciences pour que nous ne nous laissions pas embarquer dans des conflits qui ne profitent ni aux uns ni aux autres. En tout cas, personnellement, je crois, mais c'est peut-être une foi folle, je crois que les jeunes aujourd'hui comprennent que si nous voulons assurer l'avenir du Congo dans le développement, la paix, il faut cette bienveillance, il faut ce respect et même, je dirais, l'admiration de la culture de l'autre. Il est de telle ethnie, il pratique telle danse, il mange ceci, il mange cela, mais je veux le découvrir. Ça fait la richesse du Congo. Si nous tous nous étions de la même langue, de la même culture, ce serait monotone. Ou même dans la même culture, dans la même langue, on finirait par trouver des choses qui feraient qu'on va se battre. Alors, ce que je peux noter donc dans votre expérience, c'est une manière de dire que finalement, les Congolais sont capables de vivre ensemble, c'est cela? Oui, nous l'avons démontré par le passé, nous sommes en train de le démontrer aujourd'hui, mais il faut toujours veiller au grain. Et quand je raconte cela, et quand les autres racontent les crimes qui ont été commis, c'est pour dire attention, ce qui est arrivé, ça risque d'arriver. Il ne faut pas que nous oublions, parce que l'oubli, c'est un grand drame. Il faut que l'histoire soit écrite, consignée, racontée. Il ne faut pas balayer d'un revers de main en disant ça c'est du passé. Le passé risque de nous rejoindre, surtout quand ce passé a été criminel et cruel, il risque de nous rejoindre et de faire encore bien plus de dégâts. Évidemment, c'est comme qui dirait, monsieur l'abbé, un peuple qui ignore son histoire est condamné à la revivre. Est-ce que, bon, ici, je voulais un peu comprendre avec les jeunes qui sont souvent instrumentalisés. Là, vous racontez une histoire où on leur a donné des armes pour aller tuer des frères congolais, c'est-à-dire leurs semblables. Aujourd'hui, on a peut-être juste changé de domaine
si ce ne sont plus les armes, mais on continue à instrumentaliser ces jeunes-là en leur donnant de l'argent. On a vu comment ça s'est passé lors des élections, par exemple. Ces jeunes qui pourtant ne sont pas quelque part aussi d'accord avec ce qui se passe, par exemple, au pays, entre guillemets, mais qui, malheureusement, moyennant quelques billets de CFA, 2000 francs, bon, la misère aussi aidant, bien entendu, ben, ils sont obligés de faire des choses contre leur volonté, j'allais dire. C'est ça. À ces jeunes-là, s'il y a un message à leur passer, Ouais. vous qui êtes religieux. Oui, je serais modeste d'abord. Comme prêtre, je serais modeste d'abord pour ne pas donner des leçons de morale à ces jeunes. Vous savez, quand quelqu'un a faim, quand sa femme a faim, quand ses enfants ont faim, il est capable de faire n'importe quoi. C'est Les Misérables de Victor Hugo finalement, quoi. On va casser, on va voler, on va faire ceci, on va faire cela. Non, la véritable réponse, c'est d'abord la justice sociale. La justice sociale qui consiste à donner à chacun le minimum vital qu'il lui faut pour vivre. Et je pense que notre pays, je ne sais pas économiquement de quoi nous disposons aujourd'hui, mais par le passé, notre pays était suffisamment riche pour faire de telle sorte que les jeunes puissent avoir un travail, créer un travail et même avoir une petite rémunération. Autrefois, les jeunes Congolais, ils avaient une bourse d'études qui était régulièrement payée. Ça leur permettrait de vivre. Un étudiant congolais par le passé, ben, il pouvait s'acheter une petite moto-bécane, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, les jeunes sont dans une misère telle que on peut facilement les utiliser, les instrumentaliser. Rendez quelqu'un pauvre, vous en ferez un esclave. Et le véritable ressort, je dirais, du développement et de la liberté, c'est de permettre à des personnes d'avoir du travail. Pas seulement de leur donner du travail. C'est difficile de dire je te donne du travail, mais il faut créer les conditions propices qui permettront à des jeunes de créer un emploi. Monsieur Perrin, je vous donne un exemple. Quand vous sortez de Brazzaville, que ce soit sur l'axe sud, la route de Brazzaville, Kinkala, Mindouli, ainsi de suite, que ce soit sur l'axe nord, la route Gamboma, ainsi de suite, si ces routes-là sont bien entretenues, bien viables, et que les jeunes peuvent aller et revenir dans la journée, faire des travaux agricoles, venir vendre leurs marchandises à Brazzaville, vous ne leur donnerez pas des armes. Ils diront, mais j'ai suffisamment ce qu'il faut pour vivre décemment. Donc, si nous créons ces conditions de développement, enfin, si l'État crée ces conditions de développement, je pense que ce sera une bonne manière de tourner le dos à ces guerres qui n'arrangent absolument personne. Alors, monsieur l'abbé Olivier Massamba Loubelo, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Alors, il y a un aspect que je voudrais bien que vous nous disiez ce que vous pensez. L'Église qui a vocation aussi d'essayer un peu d'entretenir les jeunes, la population, de cultiver l'amour chez les chrétiens. Et nous savons que le Congo est un pays dont la population est à 85% chrétienne. Nous sommes arrivés à ces événements que vous venez un peu de décrire, de témoigner ce que vous avez vécu. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a là aussi, il y a eu quand même une petite faiblesse du côté de l'Église, c'est-à-dire un manquement au niveau, bien sûr, de l'enseignement de la parole de Dieu? Oui, c'est évident que il y a beaucoup de choses que l'Église doit faire et aurait dû faire et doit faire. Ceux qui se sont battus, ceux qui se sont entretués, c'était aussi des chrétiens. C'est-à-dire, c'est malheureux. Ça ne s'est pas seulement passé au Congo, c'est pas pour excuser ce qui s'est passé chez nous, mais au Rwanda ou ailleurs, ben, des chrétiens ont tué d'autres personnes. Ils ont oublié que la vie humaine est sacrée et que je ne peux pas prendre une arme, une machette, pour aller massacrer un frère humain, une sœur humaine. Et
l'Église a encore du chemin à faire parce qu'au sein même des communautés chrétiennes, ces tensions, ces clivages de régions ou d'ethnies existent, et même chez les prêtres. Ils sont même accrus, c'est ce que nous avons appris. Et même chez les prêtres, je ne sais pas si ce sont accrus, ça fait quelques années que je suis parti du Congo, mais ça existe. Et le travail à faire, c'est justement de recevoir continuellement cette parole de l'Évangile, cette parole de Jésus qui nous dit, vous êtes tous des frères. Et de prendre en bienveillance, en admiration, celui ou celle qui n'a pas ma culture, qui ne parle pas ma langue, parce que c'est une richesse, la diversité. C'est une richesse. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que si le Congo sombre, c'est nous tous qui sombrerons. Aucune autre ethnie ne pourra dire, moi je m'en suis sorti, les autres ont coulé. Nous coulerons tous ensemble ou nous gagnerons tous ensemble. C'est ça. C'est ça, monsieur l'abbé Olivier Massamba Lubelo. Je vous donne 1 minute pour vous adresser à la jeunesse congolaise. Pari difficile, mais le véritable ressort pour vous, les jeunes au Congo, c'est d'apprendre un métier ou de recevoir, oui, une formation professionnelle, et l'Église s'y emploie. Depuis quelques années, l'Église a repris les écoles qui avaient été nationalisées en 1965, et ceux qui enseignent essaient de donner une bonne formation, parce que nous croyons que le véritable ressort du développement, c'est la formation, c'est l'éducation. Le pétrole, un jour, il n'y en aura plus. Le bois, un jour, il n'y en aura plus. Mais il nous faut de la matière grise. La Suisse n'a ni pétrole, ni bois, mais c'est un pays développé. Donc, c'est là qu'il nous faut nous investir. Ça ne dépend pas des jeunes, ça dépend aussi des adultes qui ont la charge de créer les conditions pour que les jeunes soient bien formés. En tout cas, merci, monsieur l'abbé Massamba Lubelo, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien clergé du diocèse de Kinkala. Vous êtes ancien recteur du grand séminaire de philosophie Georges Firmin Singa à Kinsundi. En tout cas, merci d'avoir fait montre de cette disponibilité pour nos téléspectateurs. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui nous avez fait confiance aujourd'hui. Likez, partagez. Pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur Teler TV, en tout cas, ne manquez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi nous soutenir en envoyant des étoiles, question d'encourager et de garantir notre indépendance. On se dit donc à très bientôt, mais d'ici là, prenez vraiment soin de vous, car chaque jour est une vie. Merci.